Bonjour à tous. Donc, je vais faire la restitution de l'atelier qu'on a fait hier matin sur le PC2. Donc le PC2 sur l'anticipation. Vous avez le titre complet ici. Alors, on s'est dit que pour cet atelier PC2, on a choisi en fait un format un peu particulier qui tournait autour de la présentation du comité du CASH, du comité d'anticipation et suivi sécheresse, qui est un comité sollicité par l'ADEB, donc 3 à 4 fois par an en fonction des situations de crise sur la ressource pendant la période estivale. Et dans lequel en fait plusieurs outils développés par les partenaires du PC2 et donc ce sont des outils sur lesquels le PC2 souhaite s'investir et les améliorer. Et donc plusieurs partenaires sont impliqués dans ces caches. Et donc on s'est dit que ça serait intéressant de montrer en quoi les outils qu'on cherche à développer et améliorer sont utilisés d'ores et déjà en fait en pratique. Donc l'atelier s'est découpé en 2 parties. Donc une première partie qui a balayé un petit peu les implications du PC2 sur ce cache. Notamment avec les cartes qu'on prépare sur le suivi et l'anticipation du niveau des nappes, des débits des rivières. Voilà. Donc la deuxième partie de l'atelier était plus spécifiquement centrée sur nos travaux sur le réseau lysimétrie qu'on cherche à développer, réseau national. Voilà, les échanges avec les personnes qui étaient présentes étaient étaient très intéressants, essentiellement tournés autour de questions plus techniques sur des points spécifiques, avec quand même un point qui est remonté, qui est assez important, qui concernait la communication du coup vers les acteurs et notamment comment arriver à transmettre de manière efficace, intelligible et utilisable les outils qu'on développe voilà, dans ce cadre-là. Merci. Merci beaucoup. PC3. Bonjour à tous. Donc je vais vous présenter la restitution de l'atelier du PC3. Donc cet atelier, l'idée c'était de rappeler un peu les objectifs du projet. À savoir en phase 1, le développement d'un outil cartographique qui va recenser les différents dispositifs d'observation autour de la thématique eau. On a profité aussi de cet atelier pour un peu faire un tour de table des personnes qu'on avait en face de nous. Donc il en est ressorti qu'on avait un public assez varié entre gestionnaires, chercheurs, acteurs publics. Donc ce qui était une bonne occasion aussi de discuter de la perception des bases de données, des catalogues de données, des géocatalogues qui existent, et de l'emploi que les personnes en font dans leurs différents domaines. Donc suite à ce tour de table et à cette présentation du PC3, on a eu une série d'échanges autour du développement de cet outil cartographique. Un élément important qui était rappelé, c'est que les dispositifs, donc qui sont des points d'entrée pour le projet, ils peuvent aussi permettre d'identifier d'autres projets, initiatives, producteurs de données ou acteurs de l'eau qui peuvent aider à répondre aux objectifs du projet et donc d'identifier peut-être des données ou des informations sur ce qui est collecté autour de la thématique eau qu'on n'a pas forcément en visibilité par les dispositifs d'observation seuls. Et le deuxième point important, c'était l'importance de tenir une articulation entre le diagnostic de l'existant, donc l'outil cartographique en tant que tel, et puis ce qui va arriver en fait dans la deuxième phase du projet, c'est-à-dire l'identification de nouvelles questions de recherche. Et puis aussi on a beaucoup parlé de la complémentarité avec le PC8 qui travaille autour des données, donc qui est quand même fortement lié avec les activités du PC3 autour des dispositifs. Donc voilà, c'est un peu ce qui est ressorti de toutes ces discussions. En termes de contribution au défi de OneWater, ce projet ciblé 3 et donc l'atelier qui en découle est transverse globalement à l'ensemble des défis de OneWater, puisque on a
des dispositifs d'observation qui répondent à l'ensemble des défis de OneWater. Et puis enfin, si on doit résumer prochainement dans le cadre du programme OneWater et du projet Ciblé 3 spécifiquement, on a profité aussi de cet atelier pour promouvoir le workshop numéro 1 du PC3, donc qui aura lieu du 12 au 14 novembre 2025, et qui sera en fait la continuité des discussions qu'on a eues au cours de ces journées. Voilà, merci. Bonjour. Donc l'atelier comme la table ronde hier ont confirmé que l'empreinte eau dont on parle est une démarche bien au-delà d'une formule ou d'une valeur, et que dans cette démarche il va y avoir des choix à faire, des choix d'indicateurs. On ne va pas choisir les mêmes indicateurs quand on est dans des conditions qui sont plutôt urbaines ou rurales, a fortiori quand on s'intéresse aux aquifères profonds dont on a parlé sur la région hier. Et ces indicateurs, c'est à la fois des indicateurs qui donnent un état, mais qui sont aussi destinés à pouvoir être suivis, destinés à ce qu'on voit une évolution. Et ça, c'est pour cette raison également que ce concept d'empreinte est lié à celui de la sentinelle. On souhaite pouvoir s'appuyer sur l'empreinte à la fois dans une décision, à la fois dans une mobilisation des acteurs et dans une mobilisation dans le temps des acteurs. C'est aussi une démarche qui est à la recherche d'équilibre. Équilibre entre l'accessibilité et la compréhension. L'indicateur, c'est quelque chose qui doit être accessible à tout le monde, accessible aux décideurs comme au grand public. Et puis à la fois pouvoir intégrer les avancées scientifiques, qu'elles soient métrologiques, qu'elles soient conceptuelles, sur ce que l'on connaît du milieu naturel, un milieu qui est en forte évolution. C'est aussi un équilibre entre une ambition et un coût. Mesurer des choses, mesurer des éléments, ça a un coût. Et ça, il faut pouvoir, en fonction des conditions, trouver le bon équilibre sur chacun des territoires. Un équilibre entre générique et spécifique. Il faut que ça puisse être générique pour être comparable entre différentes activités, entre différents territoires, et puis spécifique pour s'adapter et mobiliser la gouvernance. Parce que ces choix, cette démarche, elle sera mise en œuvre dans une co-construction. Co-construction qui mobilise l'ensemble des acteurs, la gouvernance, et qui intègre également le milieu naturel en soi, en tant que tel, avec la gouvernance qui inclut les acteurs non humains. Enfin, nous vous invitons chaleureusement à la suite de la construction de la phase 2 du PC4, construction qui aura lieu dans le prochain trimestre pour aboutir en début d'année prochaine de façon à se lancer dans cette phase 2 qui est fin 2026, début 2027. Merci à toutes et à tous d'avoir contribué. Bonjour à toutes et à tous. Alors pour l'atelier lié au PC5, projet Aquatech, donc l'atelier, ce qu'il faut retenir, c'est que cet atelier a été principalement l'endroit où on en a profité pour présenter les avancées qui ont lieu depuis sur les deux dernières années. En particulier, ces avancées, elles sont issues comme pour la plupart des PC, des différents workshops, et ça nous a notamment permis de très nettement clarifier les objectifs d'une aquatech. Donc pourquoi et que pourra-t-on faire avec une aquatech que l'on ne peut pas faire à l'heure actuelle. Donc c'est ce qu'on vous a notamment présenté le premier jour, mais une aquatech, maintenant, on est un peu plus prêt pour montrer trois scénarios, scénarios ou modèles qu'elles pourraient prendre. Alors ce ne sont pas des modèles exclusifs, ce sont des briques, mais qui nous aident à réfléchir pour ce modèle d'Aquatech. Donc ces trois scénarios que l'on a présenté et sur lequel on travaille depuis le début, c'est une banque d'échantillons du type assez classique, du type des Environmental Specimen Bank, qui permet
d'être en appui notamment aux politiques publiques en conservant des échantillons pour voir des états de référence, mais aussi des trajectoires à long terme. Mais en même temps, dans toutes les réflexions que l'on a eues depuis le début de OneWater, eh bien, il y a cette question du lien avec les citoyens, lien avec la société publique. On a entendu le premier jour, eh bien, réenchanter le lien avec l'eau. Eh bien, ce lien avec la société, eh bien, peut passer par des briques ou des réflexions sur des modèles qui sont du type observatoire citoyen, dans lequel de la science participative peut s'exprimer, ou même avec une dimension patrimoniale et muséale. Alors, pour continuer les réflexions, réfléchir de manière un peu différente, eh bien, on s'est appuyé sur cet atelier, mais aussi sur le suivant, sur des pensées-dessins qui ont été réalisés. Alors ça permet de mettre sur le papier un certain nombre d'idées, de concepts, de les relier entre eux, et surtout, en fait, c'est un moyen différent de faire réagir les gens là-dessus. En tout cas, c'est riche, mais c'est surtout des réflexions pour nous amener vers le troisième workshop du projet ciblé Aquatech, qui a pour objectif, bien, à partir de ces briques que l'on a, de modèles d'Aquatech, eh bien, de construire des prototypes qui soient pour l'échantillonnage, la conservation d'échantillons, mais aussi la gouvernance et les interactions de la société. Et donc ça va être l'objectif des 3 jours du workshop qu'on a à Orléans, les 17 et 19 novembre. Je ne sais pas si ça marche bien, mais j'ai essayé de faire un QR code pour l'inscription, je ne l'ai pas complètement testé, mais voilà. Bonjour à toutes et à tous. Alors, nous, on a travaillé hier, déjà, je tiens à remercier les personnes qui étaient présentes. Les échanges ont été très enrichissants et intéressants, donc merci pour toutes les discussions qu'on a eues. On est principalement revenu sur les premiers résultats qu'on a obtenus donc à la suite des groupes de travail et des séminaires. Donc, dans un premier temps, on a discuté des catégories d'options et des objectifs qui avaient été mis en avant. Donc, on avait 3 objectifs à mettre en parallèle avec éviter, réduire, compenser. Il y a un objectif notamment de prévention qui n'était pas forcément clair et qui a été soulevé. Donc ça, c'était un des premiers points de discussion. Donc, tout ce qui était vocabulaire aussi qui avait été employé, ça a été discuté. On a discuté du format même du schéma qui était proposé, qui était assez statique et donc qui nécessitait peut-être de remettre un peu de dynamique, de priorisation de certaines choses, donc encore en rapport avec tout ce qui était éviter, réduire, compenser, mais donc de mettre de façon plus claire dans le schéma. Ça, c'était pour la partie catégorie d'options. Ensuite, on a discuté des critères de choix, d'analyse et de choix de ces options. Et là, ce qui est ressorti, c'est qu'il y avait des questions... en fait, il y avait des éléments qui n'étaient pas clairement notés. Donc, on avait un manque d'exhaustivité dans les critères qui étaient présentés. Donc, par exemple, il y a le coût carbone qui a été mentionné, les coûts évités... qui avait été discuté avant dans les séminaires, et dans les groupes de travail, mais qui n'était pas clairement explicité là dans ce qui avait été présenté, donc à reformuler. Voilà, on avait parlé de la biodiversité, pareil, qui n'était pas forcément clairement explicité dans les choses. Et on a commencé à mentionner tout ce qui était cadre de suivi. Donc là, je ne l'ai pas présenté hier pendant mon pitch, mais on a commencé à discuter du cadre de suivi des solutions dans le dernier séminaire. On a présenté donc les premières catégories importantes. Et ce qui est ressorti, c'est que il y avait des questions en fait qui revenaient par rapport au cadre d'analyse et de choix des options. Donc par exemple, quel est l'état initial et comment est-ce qu'on prend ça en compte. Et on a commencé à échanger sur les possibilités d'utilisation de ce cadre de suivi, par exemple pour des living labs ou pour des bureaux d'études. Et voilà, donc on entame les discussions pour savoir dans quelle mesure ce serait possible de partager, comment est-ce qu'on échange, comment est-ce qu'on fait les retours là-dessus.
Voilà, je crois que c'est tout. Merci. Bonjour. Donc moi, je vais vous donner la synthèse de l'atelier PC7 sur l'accompagnement des transitions socio-écologiques. L'idée de cet atelier, c'était d'abord un petit point de ce qui a été fait dans les 2 ateliers qui ont eu lieu depuis le début de OneWater et la présentation du 3e, et surtout de se concentrer sur travailler ensemble sur comment faire atterrir le PC dans les territoires, donc préparer la 2e phase. Donc, ce qu'il faut en retenir, donc on a travaillé en trois groupes, chaque groupe ayant une question spécifique. On était assez nombreux, du coup, au final, on est juste resté par groupe, on n'a pas fait tourner les groupes. Le premier groupe était sur comment on peut interagir avec les territoires. Donc, ce qui en ressort rapidement, donc c'est d'avoir des protocoles qui soient bien ajustés au territoire, notamment au savoir existant, qu'ils soient académiques ou savoir empiriques locaux. De bien impliquer les acteurs, ça pour nous c'est une évidence, mais c'est surtout comment on va les accompagner, comment accompagner la prise de conscience des multiples visions et usages de l'eau qui existent dans les territoires, mais qui existent aussi parmi les chercheurs. Et donc pour ça, il y a mobiliser toutes les données qui existent, mais aussi mobiliser des acteurs existants qui peuvent faire la médiation telle que les Grecs. Et travailler sur des nouveaux outils expérimentaux, que ce soit des approches sensibles, des questions de comment on représente en particulier les non-humains ou les personnes invisibles. Le deuxième groupe était focalisé sur les attentes des territoires en matière de co-recherche, puisque c'est ce qu'on veut mettre en place, expérimenter ensemble, tester ensemble des protocoles de gouvernance de l'eau comme communs étendus aux non-humains. Et donc pour ça, nous a été signaler qu'il y a déjà des exemples d'expérimentation qui existent dans les territoires. Donc c'est plutôt comment appuyer ces expériences qui se mettent en place en dehors de OneWater. Donc il y a plusieurs exemples qui ont été mentionnés dans des contextes de portage variés, que ce soit via des clés, mais aussi via des démarches plus bottom-up à partir d'associations. Et ça vient souvent avec un démarrage qui part hors du monde de l'eau, mais plutôt sur des questions de patrimoine auxquelles les acteurs sont attachés. Donc il y a besoin d'organisations existantes en amont et d'une certaine maturité, mais surtout ce qui a été signalé, c'est donc un enjeu du temps passé, comment ce temps passé est rémunéré, comment il est mobilisé, avec des vrais retours fréquents pour qu'il y ait une vraie collaboration tout au long du processus. C'est pas un point au début, une demande au début et un retour à la fin. Le point important aussi, c'est pas de co-recherche possible sans médiateur. Mais ça, il faut pouvoir les financer. Et pour les financer, attention, il faut bien prévoir un budget sinon il y a un risque d'inégalité entre les territoires, ceux qui ont les moyens de le payer et ceux qui n'ont pas les moyens. Le troisième groupe était sur quel type de territoire. Donc là, c'était souligné qu'il fallait travailler avec une diversité de territoires attachés à des cours d'eau, à des bassins versants, des bassins de vie, des SCOT, mais aussi des initiatives moins bien définies d'un point de vue formel, et en travaillant avec les diversités des acteurs dans ces territoires, diversité de compétences. Et du coup, il y a tous les enjeux de démocratie représentative et participative qui arrivent, et comment s'assurer une vraie justice entre la prise en compte des acteurs, puisque certains auront plus facilement accès au processus de recherche que d'autres. Et enfin, quelque chose de classique, mais il ne faut jamais l'oublier, besoin de discours chercheurs qui restent accessibles et donc qui puissent être mis en dialogue avec les discours des acteurs locaux. Prochaines étapes, un atelier commun PC6, PC7, 10-13 février 2026, et un démarrage formel de la phase 2 à l'automne 2026, qui veut dire que dans cette année qui vient, on va co-construire avec les acteurs des territoires, qu'on va les rencontrer, comment on va démarrer cette phase 2. Bonjour. Donc sur cet atelier PC8, on était malheureusement très peu nombreux à être extérieurs au PC. Donc on a pu faire une présentation de l'état, de rappeler un peu le contexte, qu'est-ce qu'on vise en termes justement de partage des données, comment les gens pourront économiser du temps sur ces tâches de récupération ou de mise en œuvre d'outils, et aussi ce qui a déjà été fait et des exemples en fait de réalisation et de ce vers quoi on veut aller. Donc avec les quelques personnes présentes, on a malgré tout pu avoir quelques échanges qui ont mis en évidence en fait des besoins d'interaction plus techniques pour relier par exemple des portails existants, par exemple celui de télédétection Hydro WebNext au CNES, ou bien des liens avec d'autres projets comme Terraforma, ainsi que
On a vu aussi des gens du monde non académique qui ont pu donner un petit peu leurs souhaits. Donc, il y a pour nous, je pense, encore vraiment besoin de discuter avec les responsables des différents programmes ciblés, des différents projets, pour pouvoir bien identifier vos besoins. Et donc ça, on peut vous aider à le faire via les plans de gestion de données qui permettent d'identifier les données que vous allez produire, comment vous voulez les diffuser, etc. Et après, on peut vous accompagner pour rendre ces données faire évoluer aussi les outils pour prendre en compte un certain nombre de données qui ne le sont pas encore. Et donc, pour vous tenir un peu au courant de ce qui se fait dans ce PC8, donc, il y aura, quand vous aurez les diapos, vous aurez le lien web, il y a un guide public où on dépose les livrables une fois qu'ils sont validés par le comité directeur. Donc là, en juin, par exemple, ont été produits un livrable qui décrit les choix en termes d'architecture, les aspects analyse faire des sources de données, mais aussi un travail d'identification des freins au partage des données chez les utilisateurs et un premier plan aussi en termes de formation. Donc, voilà, pour les étapes qui viennent, je pense que c'est vraiment ces interactions avec les PC pour bien identifier vos besoins et pouvoir ensuite les satisfaire. Voilà, merci. Merci beaucoup Isabelle. Terraforma, c'est moi qui fais une petite restitution, mais vous allez voir juste en regardant le temps qu'on a passé aux discussions sur la mise en synergie que forcément la matière elle est un petit peu légère pour l'instant. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a passé l'essentiel du temps à comprendre ce qu'est Terraforma, ce qu'ils font, comment ils sont structurés, et je pense que c'était essentiel en fait comme point de départ parce que sinon c'est difficile de travailler la mise en synergie. Puis on a discuté quand même quelques minutes sur ce qu'on allait pouvoir faire ensemble. Je le fais extrêmement bref, mais je vous invite à aller voir le site web de Terraforma, qui est très complet, sur ce qu'ils font comme développement et comme service. Alors là, j'ai juste pris une illustration sur les services, parce que ça peut faire écho à certains d'entre vous, puisqu'ils font des démarches de conception de capteurs low cost en particulier, de duplication de ces capteurs et qui mettent tout un tas de protocoles qui permettent de reproduire ces capteurs low cost, physico-chimiques, capteurs passifs de polluants, etc. Il y a tout un travail qu'ils mènent sur les données. Donc là, on parle beaucoup de réseaux de capteurs, de transmission des données de ces réseaux de capteurs, de gestion de ces données avec un cloud possible. Donc là, il y a une forte connexion avec tout ce qu'on va faire, nous, sur les données, évidemment. Et puis, il y a aussi une démarche un peu plus, on va dire, transversale, décalée, qui peut nous intéresser aussi. C'est comment on partage sur l'instrumentation. Et là, il y a de la métrologie citoyenne, de l'appui aux sciences participatives. Donc là aussi, on a sûrement des liens d'accroche. Donc voilà, c'est pour rappeler rapidement. Ce qu'il faut retenir, c'est que certainement, avec Terraforma, on a des interactions possibles sur vraiment plusieurs défis, pas que les données, mais empreintes, gouvernance, etc., solutions. Que les axes de mise en synergie sont autour de l'innovation technique, des données produites et aussi de coproduction de connaissances. Et vous voyez, voilà, j'ai juste détaillé un tout petit peu sur cette dernière diapo ce qu'on peut envisager, qui n'est pas exhaustif. Nous, dans OneWater, petit 1, on peut déjà diffuser, promouvoir un peu plus ce qu'est Terraforma, quels sont les services, mais pas que les services aussi, hein, leur recherche, parce qu'on va peut-être voir l'intérêt tout bêtement de s'équiper de capteurs low cost, voilà. Après, de notre part à nous, on peut aussi, envers eux, c'est aussi de faire remonter des besoins potentiels instrumentaux, sur lesquels ils ne sont pas forcément beaucoup investis. On a un petit peu discuté des aspects pression chimique et donc capteurs autour des polluants. Voilà, il y a et même de choses autour de capteurs peut-être de l'ADN, je parle de voilà, à Alico notamment. Et puis ce qu'on pourrait faire ensemble, c'est dans ce sens-là, identifier des intérêts pour de la co-construction d'outils, de la co-développement donc de capteurs ou autres, hein, de démarches, on va dire, peut-être plus largement. Trouver des sites communs, ça a été identifié notamment par le PC Gouvernance, trouver des sites communs sur lesquels on peut se rejoindre et croiser nos démarches, ça c'est un travail à faire, donc il va falloir se reparler pour faire ça.
Et puis, voilà, il y a toute aussi ces démarches vers les citoyens. Cette instrumentation, ces capteurs, ils peuvent être un outil de communication, en tout cas de co-construction, de coproduction de savoir entre chercheurs, citoyens et autres structures voilà, de gouvernance. Et puis avec ces aspects sciences participatives aussi. Donc sur ce dernier volet, le ensemble, là, il va falloir trouver un moyen de poursuivre la mise en synergie et d'échanger. Et ça, on n'a pas clarifié comment pour l'instant. Voilà le fruit de ce petit atelier qui a été rapide sur la co-construction, mais où on voit un beau terreau quand même. Pour l'atelier jeunes chercheurs, on a eu quand même de nombreux participants et participantes, et notamment des personnes du programme One Water, mais aussi beaucoup de participants qui n'étaient pas encore financés, enfin qui n'étaient pas financés par le projet. Et du coup, l'idée, c'était de parler de la constitution et de la structuration d'un réseau jeunes chercheurs One Water. Dans un premier temps, et dans un deuxième temps, c'est de voir comment ce réseau pourrait acquérir une dimension nationale en dehors du programme. Ce qu'il faut retenir, donc on a réfléchi un peu à comment, ce réseau pourrait être représenté, par exemple aux réunions mensuelles du CODIR. Donc il y a 2 représentantes qui se sont portées volontaires. Donc l'idée aussi, c'est que ces représentantes soient un peu une courroie de transmission pour partager les informations sur les activités du programme, donc entre le CODIR et les jeunes chercheurs. Il y a eu aussi l'idée d'organisation de webinaires pour échanger un peu sur nos travaux respectifs, et aussi de capsules vidéo. On a pas mal discuté de la complémentarité entre les 2 formats. Il y a eu la question aussi de l'employabilité dans les milieux non académiques. Donc il y avait une question qui a été soulevée, un problème, c'est que finalement, de la thèse jusqu'au CDI, il y a un écrémage. J'en sais que tous les docteurs pourront pas trouver un poste en recherche. Donc c'était un peu quels sont les autres milieux non académiques où on peut être recruté et comment mettre en valeur les compétences qu'on a, parce qu'on en a beaucoup et parfois on a du mal à sortir un peu de ce monde académique. Du coup, c'était un peu l'idée de faire du réseau, notamment avec les membres du think tank, et la question du mentorat a été soulevée. Après, il y a eu aussi le fait d'accompagner l'arrivée de jeunes chercheurs dans le programme, parce que c'est quand même un gros programme, et ça peut être assez difficile quand on arrive de comprendre comment il fonctionne, ou même par rapport aux questions de gestion de l'eau en France, qui est d'une complexité énorme, et du coup, pour les personnes qui connaissent pas spécialement ce monde, les aider à comprendre un peu le fonctionnement. On a déjà créé un groupe WhatsApp avec les personnes qui ont participé à l'atelier. Donc, c'est un groupe WhatsApp qui est assez ouvert, là, c'est pas juste les membres du programme One Water. Donc, pour les moments conviviaux, mais aussi pour dire quand est-ce qu'on présente nos travaux, justement pour qu'il puisse y avoir plus d'échanges et qu'on puisse mieux voir les thématiques de recherche de chacun. Et l'idée aussi de créer un drive pour partager des documents, entre autres. Et après, le point suivant, donc c'était aussi, oui, donc parce que il y a la mailing list des jeunes chercheurs, et du coup la question s'est posée parmi toutes ces personnes qui n'étaient pas encore dans le programme One Water. Du coup, la question de la labellisation pour être dans la mailing list et participer aux échanges un peu plus formels que le groupe WhatsApp. Donc les prochaines étapes, donc la mise en place de la mailing list. Donc la participation aux réunions interdéfis mensuelles via les représentantes, l'organisation des premiers séminaires, la labellisation, et aussi on a commencé un petit peu à l'atelier, mais vraiment ça n'a pas duré très longtemps, donc c'est l'idée d'approfondir l'identification des besoins, que ce soit besoins en formation ou autres, et des attentes des jeunes chercheurs pour ce réseau, qu'est-ce qu'ils pensent que ça peut leur apporter. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, ce groupe a été animé avec Claire-Lise Meyer de H2O Lyon et Vincent Sénès de l'UVED. Donc, ce qu'on a retenu de cet atelier, c'est que le sujet est vraiment porteur pour le large public. Donc, l'UVED a fait déjà une première enquête
et sur cet été, et ils ont eu déjà ils ont eu 270 réponses, donc de marques d'intérêt sur les thématiques de l'eau. Et ça a généré aussi de l'envie parmi les participants de l'atelier. Il y avait peu de participants, mais des participants très proactifs. Donc on était 16 en tout. Le public ciblé, ça serait à partir de la licence pour faire naître des vocations et pour vraiment appuyer nos masters et nos formations doctorales, puis aussi assurer la formation continue, les formations tout au long de la vie. Il y a un certain nombre de caractéristiques qui sont apparues pour définir le MOOC. Donc, ça serait un MOOC interdisciplinaire, très interactif, évolutif, avec des témoignages, des études de cas. Et c'est un pendant de ce qui vient d'être dit par Noémie, une parole laissée aux jeunes, notamment aux jeunes chercheurs. Voilà, avec un contenu qui va être gradué et qui va s'organiser entre définition de base, concept clé et focus, et ponctué de webinaires pour créer des événements et animer ce MOOC. Les contributions aux défis. Alors, l'enquête préliminaire de l'UVED met en avant certains défis. C'est principalement le 3, le 4 et le 5. Et évidemment, pour la communauté OneWater, c'est de faire une trame centrée sur le bien commun, au bien commun. Et les défis seront intégrés dans la progression pédagogique. On souhaite s'appuyer donc sur la présentation de concepts clés comme les socio-hydrosystèmes, les approches systémiques, le cycle de l'eau en décloisonnant petits cycles et grands cycles de l'eau, intégrer évidemment une lecture multi-échelle et parler aussi de choses qui sont peut-être moins évidentes comme l'eau invisible, donc par exemple mettre un focus sur la vulnérabilité des eaux souterraines par exemple. Et ces concepts clés, ces définitions, ça permettrait d'avoir une base permettant de faire des mises à niveau si on a un public hétérogène. Et la question des focus, ça serait sur des thèmes. Et les premiers thèmes soulevés, ça serait eau empreinte, eau sentinelle, les scénarios d'anticipation, incertitude et variabilité diverses, gouvernance, sobriété et adaptation. Pour ce qui va se passer dans les prochains mois, on va, donc il y avait 16 personnes qui étaient dans l'atelier, on va faire une enquête auprès de toute la communauté OneWater pour identifier les messages, continuer à identifier les messages clés à partager, finaliser l'enquête, l'analyse de l'enquête de l'UVED pour la mettre vraiment en miroir avec les défis de OneWater et ainsi que l'état des lieux des MOOC existants. Constituer l'équipe pédagogique, donc n'hésitez pas à nous faire, Claire-Lise et moi, nous faire part de votre marque d'intérêt dès aujourd'hui, et identifier les études de cas et témoignages. L'objectif demandé, c'est de commencer la production du MOOC en 2026. Bonjour à tous, on va vous faire une présentation à 3 voix donc de l'atelier qu'on a proposé pour réfléchir à la manière de finalement travailler ensemble entre le PC3, le PC6 et le PC7 sur la question de co-construire finalement des travaux visant à mettre en place des solutions et à travailler sur des options de gouvernance sur des territoires ou des observatoires déjà partie prenante de ceux qui sont dans le PC3. Donc, en gros, on a mis 2 temps pour cet atelier. Le premier, ça a été dédié évidemment à rappeler un tout petit peu les objectifs et ce qui est prévu dans chaque PC. Et ensuite, on a donc essayé de mettre en avant un petit peu les principaux enjeux qui avaient déjà été identifiés à ce moment, jusqu'ici, avec les acteurs de l'eau, dans le cadre des travaux du PC6 et PC7, de manière à pouvoir lancer une discussion. Et pour justement alimenter cette discussion, on a proposé 3 questions. La première donc était dédiée à essayer de voir comment on peut mettre en place un dialogue entre donc le programme OneWater et les gens qui y participent, et puis les acteurs plus globalement des différents territoires
qui sont présents sur les observatoires ou plus largement à l'échelle nationale. Et donc, pour cette question-là, en fait, ce qui est ressorti des discussions, c'est que il y a clairement un besoin de formaliser la synergie que l'on est en train de mettre en place, puisqu'on a démarré ces échanges avec soit d'autres programmes, soit d'autres PEPR, soit d'autres projets ciblés qui sont aussi en interaction avec les observatoires et avec les données qu'ils produisent. Donc c'est quelque chose qu'on doit formaliser, essayer de rentrer dans le détail de manière à définir les contours de ce que chacun fait pour éviter évidemment de surcharger de demandes et d'informations les observatoires et les territoires. Ce qui est ressorti également, c'est qu'il y a probablement vis-à-vis des acteurs un fort besoin de visibilité justement des données qui sont produites sur ces observatoires, et des raisons pour lesquelles ces données sont produites et les activités, les programmes de recherche qui sont identifiés. Et du coup, là, trouver un moyen de rendre accessible et facilement compréhensible, synthétiser, disons, l'ensemble des travaux de manière à permettre de fournir une vision de base qui permette de se projeter sur des nouvelles questions. Évidemment, à ce niveau-là, il est super important d'associer le niveau local, que ce soit le politique, les gestionnaires, également tout l'historique des travaux qui sont réalisés, pour pouvoir proposer quelque chose qui ait une chance d'avoir de la pérennité et d'être accepté et d'être accompagné sur le territoire. Et puis, il y a évidemment également, plutôt d'un côté plutôt technique, disons, mettre proposer au travers des projets, des travaux que l'on va réaliser, des guides méthodologiques qui permettent d'avancer d'un point de vue opérationnel face aux enjeux qui sont présents, et également qui permettent justement de définir ces fameuses questions de recherche que l'on cherche à identifier en les formulant et en les discutant localement avec le territoire de manière à les reformuler et les rendre collectives et faciliter l'intégration dans le territoire de travaux qui seront réalisés pour y répondre. Je laisse Jérémy. Merci, bonjour à tous. Bien évidemment, ce que Yvan nous a présenté, c'est assez transverse par rapport aux discussions, et le phasage des discussions n'a pas été aussi clair que ça. Ça a un peu pris en masse et on essaye de rétablir la chose. Donc il y a des points que je vais soulever qui sont clairement en écho avec ça. Si je retraduis un petit peu la question de la co-construction et le test de nouvelles solutions tel qu'on l'a abordé, c'était en gros comment optimiser les chances que, en arrivant sur des territoires qui sont déjà équipés, qui ont déjà une dynamique, en proposant quelque chose de nouveau et un petit peu disruptif, optimiser les chances que ça se passe bien et pas partir de manière orthogonale et froisser tout le monde, schématiquement. Donc à ce niveau-là, on a eu quelques retours qui nous remettent les pieds sur terre en quelque sorte. Et le point principal, c'est effectivement surtout de partir des questions qui sont posées sur le territoire, de partir des problèmes, identifier les problèmes et surtout écouter les acteurs locaux nous expliciter ces problèmes-là pour essayer d'apporter des solutions. Ça n'empêche qu'il faut arriver aussi avec des idées et que le cadre d'analyse qu'on propose se veut générique et applicable partout, mais ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas tenir compte des spécificités locales. Donc c'est une grande coquille et qui permet derrière d'aller affiner en fonction des problèmes qui se posent. Et l'un des enjeux principaux là-dessus est d'éviter d'imposer des indicateurs passe-partout qu'on considérerait comme génériques et répondant à tout, mais en fait qui ne peuvent pas se surimposer à l'existant. Et puis dans les choses un petit peu pragmatiques, effectivement prévoir d'un temps suffisant d'échange et de construction en amont pour vraiment pouvoir adapter ces choses-là. Et puis Yvan l'a souligné déjà, la coordination entre les différents programmes. On a déjà parfois un peu du mal à se coordonner entre les projets internes au PEPR. C'est des dynamiques qui se mettent en place, mais il faut aussi pas oublier qu'il y a des choses qui se passent par ailleurs et des territoires qui sont déjà très largement sollicités. Donc réussir à pas faire de l'empilement trop déstructuré.
Merci. Et donc sur la troisième question qui était liée au PC7 sur comment mettre en place l'expérimentation commune d'un protocole de gouvernance de l'eau comme commun associant les non-humains et une collaboration qui soit pérenne. Les points déjà soulignés notamment par Jérémy s'appliquent aussi sur ces questions de gouvernance, mais on les a formulés plutôt comme ceci. Donc l'idée, c'est d'associer les acteurs dès le départ à la conception des protocoles à tester. Donc conception, c'est les associer à la conception, à l'ajustement aussi de protocoles qui pourraient être conçus de manière plus conceptuelle auparavant. Un deuxième point qui est la question de temporalité. Donc adapter la temporalité d'expérimentation à celle du territoire, ça peut paraître évident, mais c'est loin d'être facile parce que on a les contraintes académiques avec des timings spécifiques et les territoires ont des contraintes avec leurs timings spécifiques. Et si on veut collaborer avec les territoires, c'est avec ces timings-là qu'il faut aller. Un moyen pour ça, c'est de ne pas hésiter à s'appuyer sur des avancements réguliers. Donc encore une fois, c'est de la communication pas forcément longue, mais des points d'échange qui permettent de rediriger ce qui est fait dans l'expérimentation et de réellement copiloter avec les acteurs du territoire ce qui est fait. Le troisième point, c'était se placer dans une perspective de collaboration sur le long terme. Donc on arrivera mieux à construire et à avoir cette confiance qui permet d'adapter la temporalité aux contraintes de chacun si c'est des collaborations qui ont déjà été construites auparavant et qui visent à être prolongées au-delà de l'expérimentation spécifique d'un protocole. Bon, ok. Merci. Alors, donc, très vite, c'est pas compliqué. On vise à peu près tous les défis du programme à ce stade, même puisque c'est facile, puisqu'on n'a pas défini clairement les questions de recherche, donc ça va. Et pour terminer, deux éléments pour le programme à venir. Nous, PC3, on a un workshop dont on a plusieurs fois parlé, auquel on vous invite fortement à venir. J'imagine que c'est la même chose pour les PC6 et PC7, mais on vise aussi un travail à réaliser en commun dans le cadre de ces ateliers, probablement, pour aller plus loin et formaliser notre façon de collaborer. Merci. Merci beaucoup. Bonjour. Donc je vais parler au nom de tous les participants et vous étiez nombreux hier à 17h, donc c'était le premier challenge entre 17h et 18h30 d'aborder ces questions. Donc du coup je remets, l'idée c'était de repenser l'empreinte eau comme commun territorial pour aller vers une gouvernance co-construite. Donc ça évoque et ça résonne sur les ateliers qu'on a pu voir précédemment et les PC qui ont été résumés ce matin. Donc du coup, on a replacé, avant de parler des questions et puis des résultats, clairement pour nous en fait, cette question de croisement entre le PC4 et PC7 doit irriguer en fait les défis 2 et 3, donc pour repenser l'empreinte eau et puis l'eau sentinelle comme commun territorial, et puis le défi 5. On a parlé d'atterrissage dans les territoires ce matin, comment en fait contribuer à la transition socio-écologique et la gouvernance. Donc on a travaillé en World Café, on a réussi à tourner sur les 4 questions, donc c'était aussi un challenge en fin d'après-midi. Donc c'est un peu petit, mais vous voyez, on a essayé de demander aux participants qu'est-ce qu'évoquait en fait la co-construction et comment co-construire une empreinte de l'eau qui reflète en fait les interactions entre les activités humaines multisectorielles et puis les milieux naturels et en les ancrant dans les dynamiques territoriales. Et on avait donné, je ne vais pas les lister, quelques éléments pour rentrer un peu plus dans la question. Quels indicateurs pour représenter la diversité des impacts de l'eau sur un territoire? Comment impliquer les acteurs dans la définition, la mesure et l'utilisation de l'empreinte eau? Donc là aussi, ça résonne avec ce qui a déjà été présenté dans les restitutions précédentes. Comment impliquer les acteurs dans la définition, la mesure et l'utilisation de l'empreinte eau pour qu'il y ait vraiment une prise en compte et puis une appropriation en fait de cette approche. Et puis enfin, comment les acteurs publics et territoriaux peuvent s'approprier la complexité de l'empreinte eau pour en faire un vrai outil de gouvernance, de concertation et d'aide à la décision. Donc ça, c'est hyper important si on veut qu'il y ait une vraie utilisation de cette approche, de cette méthode de l'empreinte eau. Alors, ce qu'il faut retenir, et ça va être un petit peu frustrant pour ceux et celles qui ont participé, il y a eu beaucoup de matière, on a plusieurs pages de notes, donc on va les valoriser, mais globalement, ce qui est ressorti, c'est que l'empreinte eau doit permettre d'intégrer la diversité des impacts qui sont perçus
les objectiver, de permettre une interprétation des données, une hiérarchisation, et puis permettre de gouverner, donc de prendre des décisions, voilà. Et il faut aussi, et c'est important, pouvoir intégrer, et ça a été rappelé par Jean Reynal ce matin, que cette approche aille du diagnostic à la transformation. Donc on ne s'arrête pas au diagnostic, mais on accompagne et on pousse pour aller vers une transformation des territoires. Donc l'idée, c'est de faire de l'empreinte eau un levier concret pour la gouvernance et pour le changement territorial. Donc c'est un vrai défi, parce qu'on attend en fait une rupture, une transformation des territoires. Il y a 5 points qui sont ressortis aussi, c'est que l'empreinte au sens footprint, un petit peu comme ce qui a été présenté hier par Marine, est pas forcément adaptée et ou suffisante pour répondre aux besoins pratiques par les acteurs de terrain. Et ça a été une vraie contribution des acteurs non académiques qui ont participé à l'atelier hier. Et du coup, il faut, et c'est en cours, que le PC4 propose une boîte à outils avec un ensemble d'indicateurs qui existent déjà, et puis en inventant d'autres pour combler les trous dans la raquette. Et c'est cette boîte à outils, en fait, qu'on va proposer au territoire. Il faut, ça a été rappelé aussi juste dans la restitution précédente, qu'il y ait une discussion pour une vraie appropriation de l'empreinte sur les territoires, pour que les différents niveaux de gouvernance, les différents acteurs sur le territoire soient partie prenante dans le calcul, la sélection et la hiérarchisation des indicateurs qui seront proposés dans cette boîte à outils. Donc on vient avec une boîte à outils, c'est important pour qu'il y ait quand même quelque chose, un cadre, mais on laisse la possibilité de choisir dans un ensemble d'indicateurs selon les secteurs, les problèmes identifiés sur l'élément. Il faut aussi que les acteurs sur les territoires puissent comprendre et s'approprient ces éléments. Donc il y a un aspect peut-être de formation, d'acculturation commune d'ailleurs entre les chercheurs et les acteurs, ça va dans les deux sens, pour pouvoir clarifier les différents problèmes, fonctionnement de bassin, sans appauvrir, et puis rendre la complexité de l'empreinte eau dans sa multitude d'indicateurs compréhensibles et actionnables pour une prise de décision. Il faut, et ça c'est plus compliqué, mais c'est un vrai défi, maintenir la démarche d'empreinte. Donc ça a été rappelé ce matin, il y a une vraie notion de trajectoire. On ne vient pas seulement pour faire un diagnostic, mais une fois défini, une fois installé dans un territoire, il va falloir en fait accompagner les acteurs pour aller, on l'a dit, jusqu'à la transition. Donc il faut des outils flexibles, mais il faut qu'ils soient solides, il faut qu'il y ait une appropriation, une confiance dans cette approche. Et ça passe forcément par une co-construction avec les acteurs pour que ça soit pas top-down et qu'il y ait vraiment en fait une acculturation commune. Et puis, un élément qui est apporté, qui résonne aussi un peu avec la restitution de Terraforma, c'est pouvoir intégrer, valoriser un certain nombre de données, notamment pour développer des indicateurs sensibles sur cet aspect eau sentinelle et pouvoir réagir rapidement sur des problématiques émergentes. Et puis, les prochaines étapes, c'est le prochain atelier. On sera ravis de vous accueillir à Strasbourg. Donc, pour ceux et celles qui sont intéressés sur ces aspects empreinte sentinelle, mais aussi avec une notion de gouvernance, on l'a vu, vous êtes les bienvenus le 20 et 21 novembre, juste avant le marché de Noël à Strasbourg. Merci. Merci à toi. Le deuxième atelier autour de l'Aquatech, c'était donc pour la préparation d'une expérimentation commune. Donc l'objectif de l'atelier, il est dans le titre. Comment on s'est organisé? En fait, on a mobilisé un peu les personnes qui étaient présentes pour réfléchir à cette mise en place d'expérimentation. Donc expérimentation commune, donc en rassemblant le plus d'expertise possible, que ce soit en laboratoire ou sur le terrain. Et pour réfléchir à cette mise en place, on est parti de 4 questions. Donc, en ayant aussi en tête les 3 scénarios possibles qui ont été rappelés ce matin par Laurent, pour rester encore à ce stade le plus ouvert possible sur toutes les possibilités d'Aquatech et de test. Donc, quelle matrice échantillonnée et quel protocole d'échantillonnage et de préparation doivent être testés? Quels sont les différents moyens de conservation à tester et les protocoles à mettre en place ou à tester, valider? La sélection des analyses
ou des données pour et les protocoles, voilà, quel type d'analyse, quelle fréquence, quelle information on souhaite récupérer, et puis tester les modes de gouvernance. Donc ça, c'était les 4 questions sur lesquelles les gens ont travaillé. Et puis, c'était aussi cet atelier l'occasion d'identifier de nouvelles personnes prêtes à participer, et c'est le cas. On a plusieurs personnes, plusieurs sensibilités, plusieurs compétences qu'on n'avait pas encore eues jusqu'à maintenant, qui ont beaucoup travaillé avec nous hier après-midi. Donc voilà, c'est pas du tout exhaustif, mais voilà quelques pistes qui sont ressorties de cet atelier. Alors pour l'échantillonnage, voilà, il apparaît un peu évident à tout le monde depuis le début de choisir des sites existants bien équipés, bien documentés. Donc là, le lien avec le PC3 est assez évident, mais notre organisation, l'organisation de cette aquatech, doit permettre de la réactivité pour aller vers de l'événementiel également. Si un site, une pollution, quelque chose intervient, des hotspots, on doit être en mesure d'être réactif pour être présent et échantillonner, collecter à ces endroits-là. Il apparaît important d'impliquer les acteurs locaux et on en a régulièrement qui viennent travailler avec nous. Certains acteurs locaux sont prêts à mettre à disposition leur site, leurs compétences, ne serait-ce que leur connaissance qui est énorme du site, du milieu. Échantillonner, alors voilà, le contexte, c'est tout ce qui est métadonnées autour d'un échantillon, ça fait partie des données à collecter, voilà, tout ce qui est métadonnées. Ça rentre aussi dans l'aspect observatoire citoyen, dans l'aspect muséal aussi, de collecter tout ce qui existe autour d'un échantillon. Alors bien sûr, il y a des protocoles normalisés, notamment par Aquaref, qui a beaucoup travaillé sur l'échantillonnage, le stockage. Donc, il faut qu'on s'appuie sur ce qui existe déjà. On ne va pas retravailler sur l'existant. Mais on doit également confronter et développer des choses, de nouveaux protocoles. Voilà. Donc, s'appuyer sur l'existant pour également aller vers des développements de protocoles. Alors, les types de matrices... il y a beaucoup, donc il y a l'eau, le dissous, le particulaire, les sédiments, tout ce qui est ADN. Donc ça, c'est depuis le début du projet, ce sont les termes qui reviennent régulièrement. Toute la difficulté sera de mettre des barrières où s'arrête le dissous, où commence le particulaire, où est-ce qu'on met les colloïdes. Il reste encore pas mal de questions. Mais voilà, le choix des matrices est encore ouvert, mais voilà, ces termes-là reviennent régulièrement. En termes de stockage, l'idée c'est d'arriver à stocker en réduisant le plus possible la taille du stockage qui peut coûter beaucoup. Voilà, le stockage peut coûter. Donc, ce qui ressort sont stocker plutôt des extraits, plutôt sur des supports type FTA pour tout ce qui est matériel biologique. Diviser les échantillons prélevés pour à la fois faire une mesure immédiate et puis réanalyser, se permettre d'avoir assez d'échantillons pour faire des réanalyses dans le futur, donc avec des méthodes peut-être qui n'existent pas encore, des besoins qu'on n'a pas encore identifiés. Donc à ce sujet, la mémoire numérique sera également à travailler. Donc mémoire numérique, c'est tout ce qui est spectre, conserver les spectres, tout ce qui est données ohmiques. Et puis, importance de prélever, de stocker des blancs, puisque on ne sait pas de quoi on aura besoin par la suite, on ne sait pas... la notion de contamination par le matériel d'échantillonnage, par exemple, va être important. Le problème des perfluorés, on n'aurait peut-être pas échantillonné il y a 10 ans de la même manière si on avait su qu'on aurait dû analyser des perfluorés à ce point par la suite. Donc, bien l'assurance qualité en stockant des blancs. Donc voilà, très, très brièvement, quelques idées qui ont émergé. Et donc, la suite, c'est, Laurent l'a déjà présenté tout à l'heure, c'est le workshop à Orléans. Donc, on vous rappelle les dates. Donc,
du 17 au 19. Si vous, avant le marché de Noël à Strasbourg, venez à Orléans, vous serez accueillis par le BRGM. Donc ça vous fait comme ça voilà, un beau trajet avant les vacances. Donc les objectifs, c'est de continuer et de vraiment aller plus loin dans la construction des projets de prototypes pour aller vers la phase 2 et donc basé sur des expérimentations en commun pour échantillonnage, conservation, des différents modes de gouvernance. Alors, on ne l'a pas encore beaucoup abordé jusqu'à maintenant. C'est peut-être un peu tôt quand même dans le projet, mais commencer à penser à comment on pourrait tester, éprouver les modes de gouvernance et les différentes interactions possibles avec la société, puisque ce modèle d'observatoire citoyen et d'intégrer la société dans le sens très, très, très large et très, très importante pour nous. Et voilà, on rappelle le QR code et après vérification, il fonctionne. Donc, vous pouvez l'utiliser. Je crois que c'est tout en très rapide. Voilà. Donc moi, je vais vous dire en fait ce qui s'est dit dans l'atelier sur la recharge des aquifères, qui est en fait une spécificité par rapport à ce qu'on a entendu jusqu'à maintenant, c'est qu'en fait on a souhaité mettre en discussion cette grande thématique là sur la recharge par en fait 3 projets qui sont lauréats, donc DISAC K3 et Recharge, et en interaction avec 2 DPC qui ont clairement cette thématique affichée, le PC2 et le PC6. Donc on a discuté autour des grands verrous scientifiques, les enjeux importants autour de la recharge et avec on va dire le prisme aussi des questions scientifiques qu'on a mis en avant dans nos projets respectifs. Donc ce qu'on a fait comme type d'atelier, c'est un atelier de réflexion collective. On avait une trentaine de participants et on a présenté, en fait on a discuté autour d'une matrice qu'on a proposée qui rappelait les 2 grands types de recharge, à savoir la recharge entre guillemets naturelle et la recharge plutôt maîtrisée, avec des points positifs et les points négatifs. Et on a aussi demandé au panel de nous donner éventuellement quelques exemples de leurs connaissances. Donc la discussion tout d'abord a été justement sur la notion de recharge, parce qu'en fait on n'a pas tout à fait tous les mêmes définitions, voire même les mêmes adjectifs à accoler au terme de recharge. Donc ce débat sur la terminologie et également sur les échelles de temps nécessaires, parce que la recharge elle peut être rapide, mais aussi elle peut s'effectuer sur des temps longs, sur des échelles qui vont du site à des échelles régionales, voire plus. Et on a aussi bien identifié dans la discussion que ce sujet-là, qui pouvait être, on va dire, restreinte en fait à la simple hydrogéologie, c'était quand même un sujet de recherche beaucoup plus large qui intéressait de nombreuses communautés, qui est un sujet d'interface avec la climatologie, la biodiversité, la chimie, la microbio, les réglementations, l'économie, etc. Ça a été bien dit, bien souligné au cours des discussions. Alors, ce qu'il faut retenir. On a tout d'abord beaucoup discuté finalement sur la recharge naturelle qu'on ne pensait pas être un sujet qui allait être débattu de façon assez approfondie dans cet atelier et tout simplement parce que on a senti que c'était quand même les processus de recharge naturelle étaient quelque chose qui était à favoriser sur les écosystèmes, sur les hydrosystèmes et qui allait donc plutôt à la faveur du groupe de réflexion. Pourquoi ? Pour des raisons éthiques. Parce que la recharge plus maîtrisée, la recharge artificielle, il y a été question de dégradation possible de la ressource naturelle. Donc, pour ne pas perturber le milieu, on va plutôt peut-être favoriser des questions de recharge naturelle. Alors, derrière, il y a la question de l'échelle d'application. Parce que petite échelle, on peut bien l'imaginer, mais faire de la recharge à grande échelle, ça peut, avec des volumes importants, ça peut poser des questions. Est-ce qu'on est capable de le faire ? Et puis derrière, les inconnus sur la faisabilité, mais aussi sur les coûts et les bénéfices réels et les impacts que va avoir aussi les changements globaux sur la recharge à venir. Qui est couplé évidemment avec les incertitudes qu'on a sur les variations du climat. Sur la recharge maîtrisée, deux points qui sont ressortis, c'est évidemment ce que j'ai déjà dit précédemment, c'est l'interrogation sur la qualité
de l'hydrosystème qui va être impacté par cette recharge maîtrisée. Qu'est-ce qu'on fait rentrer comme type d'eau? Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce qu'on va pas dégrader? Et puis derrière aussi des questions qui sont plutôt liées à une communauté peut-être de sociologues, de sciences humaines et sociales plus largement. C'est l'acceptabilité et la perception de ces processus. Quand on joue aux apprentis sorciers sur les milieux naturels, ça forcément ça soulève des débats de société importants. Alors sur la question qu'on a donc mis en avant sur les grands verrous, les enjeux importants autour de la recharge, on a listé un certain nombre d'enjeux. C'est pas exhaustif, mais évidemment c'est pour augmenter les ressources en eau souterraine, possiblement exploitable après, maintenir des débits d'étiage, c'était quelque chose de très important, avec le continuum amont-aval, avec voire un focus important peut-être pour des recherches à venir à mener sur les têtes de bassin, et en particulier les têtes de bassin enneigées qui le sont de moins en moins. Il y a un lien avec la conservation de la biodiversité, et là du coup c'est la biodiversité qui est un peu plus souterraine, mais aussi ces interfaces, ces interactions avec la surface, parce que les eaux souterraines et les eaux de surface communiquent évidemment largement, en particulier les zones humides, qui est le sujet suivant. Et puis identifier les bénéficiaires, ça c'est revenu plusieurs fois, c'est à qui ça profite finalement, à qui ça doit profiter d'augmenter le volume d'eau dans les réservoirs souterrains. Et associé à ça, c'est qui finance, qui doit financer. Et on a aussi eu la discussion de la mise en place et le suivi à long terme de réseaux d'observation. Là, évidemment, ça fait écho aux travaux menés dans le PC2 sur les réseaux de lisimètres, les réseaux d'observation. On connaît mal en fait finalement ce processus-là dans ses quantifications, dans sa complexité parce que le milieu naturel n'est pas homogène. Alors, en termes de verrou scientifique, évidemment, on a mis le terme de caractérisation de la recharge. Ça regroupe énormément de choses derrière, sur des processus de base autour de la recharge, mais de sa variabilité spatio-temporelle. Le devenir des contaminants dans ces hydrosystèmes, plutôt du coup avec la recharge naturelle, mais aussi maîtrisée. Autre sujet qui devrait, je dirais, la communauté devrait s'emparer aussi, c'est ça aussi, ça a été bien discuté. C'est la capacité, notre capacité collective à pouvoir faire modifier des pratiques et des usages des sols pour justement jouer sur la recharge, avec possiblement un retour en arrière. Que ça soit pour le milieu agricole ou les milieux urbains, comme on désimperméabilise, le coût que ça va avoir. Et voilà, c'est toujours la question du coût et du bénéfice, et l'acceptabilité, la perception, en particulier pour les questions de recharge maîtrisée. Alors nous, on n'a pas une échéance à proposer pour la suite. Non, ce qu'on a identifié, c'est l'importance du sujet qui nous semble être important pour plusieurs des défis. Plusieurs des défis de One Water. Et puis la suite, on n'a rien à proposer pour aller après le marché de Noël à Strasbourg, peut-être en janvier aller au ski, je sais pas où, en tête de bassin dans les Alpes. Voilà, donc nous, ce qu'on simplement soulignait là, c'est la suite, c'est les travaux de PC2, des projets lauréats, et puis donc les connexions sont bien établies entre nous, et il faut qu'on continue à discuter, à travailler ensemble sur ces questions-là, avec les approches qui sont les nôtres, identifiées dans les projets. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous présenter très brièvement un peu ce qu'on peut retenir de l'atelier cartographie, donc qui s'est tenu hier après-midi, et qui était une suite en fait de l'atelier du matin autour du PC3, dans la mesure où cette cartographie, elle est quand on l'aura faite, elle sera un état des lieux pour ensuite développer des nouvelles recherches dans les dispositifs d'observation, en lien bien sûr avec les autres PC, et éventuellement aussi on a pu établir dans les discussions, et ça c'était intéressant en fait, des possibles connexions aussi avec d'autres PEPR en fait autour de ces recherches.
Et donc voilà, donc ça qui viendra dans la deuxième phase, et donc cette cartographie qui serait un état des lieux. Et donc les débats se sont pas mal organisés autour de la question de savoir ce qu'on représenterait et comment, la question en particulier des données non spatialisées, et au-delà des données aussi de l'intérêt qu'il pouvait y avoir à donner à voir peut-être le type de questions de recherche en lien avec l'eau que ces dispositifs avaient traité par le passé, mais aussi le type de relation avec l'action publique, en particulier territorialisée, qu'ils avaient pu entretenir. Et ça fait écho un peu à pas mal d'éléments qui ont été dits avant autour de l'importance en fait de pouvoir ancrer ces nouvelles questions de recherche dans les territoires. Et là justement, on a des dispositifs qui ont une histoire non seulement de collecte de données, mais aussi de recherche partenariale et d'inscription justement dans les territoires. Voilà. Et ce qui a pu être mis en évidence, c'est un intérêt pour la mise en visibilité de ces dispositifs. Et il y a eu des débats aussi autour des questions d'articulation avec tout le travail que mène le PC8 sur les données. Et donc, je vous le rappelle encore une fois, donc il y aura un atelier qui sera organisé justement sur toutes ces questions du 12 au 14 novembre 2025 à Lyon, à Valprès. Voilà, parce que je pense que ça commence à faire long, ça y est. J'ai pas... Voilà. Cet atelier, au-delà de reuse, nous l'avons intitulé « Questions posées à la reuse » par ces contextes de mise en œuvre qui pourraient être déclinés en 2 questions. Donc on s'est donné comme objectif de l'atelier d'essayer de répondre à ces questions, c'est quels éléments du territoire peuvent conditionner l'implantation d'une réutilisation des eaux, ou bien peut-on, encore plus au-delà, peut-on identifier des conditions génériques d'implantation de la réutilisation. Donc l'atelier s'est déroulé de la façon suivante. J'ai fait une introduction générale en rappelant les définitions, le contexte, la réutilisation, et puis on a proposé d'organiser les discussions de l'atelier à 3 échelles spatiales en se basant sur notre expérience du défi clé Water Occitanie centrée sur l'évaluation de la pertinence des solutions de réutilisation de l'eau. Donc pour la première échelle locale où on a parlé de la qualité de l'eau, sources et usages et des traitements, on avait proposé à Nicolas Roche de nous parler des procédés technologiques de traitement, les procédés gris, et à Magali Gérino de nous parler des solutions fondées sur la nature. À la deuxième échelle, l'insertion de ces solutions de réutilisation dans leur environnement local. On a eu plusieurs témoignages. Donc Olivier Barreteau nous a en particulier parlé des dommages évités. Françoise Goulard de Bordeaux Métropole nous a donné quelques exemples de réutilisation d'eau non conventionnelle pour des usages et pour les choix. Elle a posé les questions de choix d'usage et elle nous a indiqué quelques freins. Et Nicolas Roche nous a décrit le projet Réut au Sud et l'organisation de Living Lab autour d'usages. Voilà, des Living Labs non pas autour de territoire mais autour d'usage. Et puis on a parlé de l'impact de la réutilisation aux grandes échelles, impact sur les bassins versants. On a eu un témoignage de Nicolas Hilbert de l'agence de bassin Adour-Garonne sur les modes de soutien, les modes de financement. Christophe Audouin nous a aussi vice-président du Palaquois Vallée et délégué régional Suez, nous a donné aussi quelques exemples de réutilisation de l'eau avec les questions qui se posaient, et Olivier a complété par un exemple d'étude dans le cadre du défi clé sur l'impact de la réutilisation de l'eau sur les cours d'eau intermittents. Donc toutes ces discussions des personnes de ce panel et des questions de la salle, il y avait à peu près une quinzaine de participants, nous ont permis de mettre en évidence des freins essentiels à la réutilisation et sur lesquels on pense qu'il faut mettre des moyens de recherche aujourd'hui. Un des premiers freins est un frein réglementaire. La réglementation française est aujourd'hui très normative, très stricte. Et on a bien saisi au vol la proposition de l'ANSES de pouvoir utiliser des données qui ne sont pas aujourd'hui exploitables, mais qui ne sont pas non plus disponibles, mais qui existent. Voilà, pour renforcer nos travaux de recherche. Et puis un frein sur le volet économique aussi. Donc d'une part,
on arrive souvent à des situations où cette eau traitée est plus chère que l'eau potable, parce que l'eau potable, on démarre souvent d'une eau de meilleure qualité. Et puis, ce coût, la question se pose de qui l'assume. Hein. On va pouvoir parler de solidarité financière, ainsi de suite. Du coup, pour les idées à creuser et à retenir, la réutilisation de l'eau nous fait revenir vers une décentralisation de l'assainissement, parce qu'on va vouloir réduire les distances entre la source d'eau à réutiliser et les usages, les volumes, adapter les traitements. Et tout ça va un peu nous faire repenser la gestion de l'assainissement centralisé qu'on a aujourd'hui. Ça, c'est une idée qui nous a paru importante. Sur l'aspect traitement, on va vers des hybridations de traitement parce qu'ils nous permettent de l'efficacité et de l'optimisation de la dépense énergétique. On a aussi eu l'occasion de parler de l'impact du stockage sur la qualité de l'eau à réutiliser. C'est une vraie question de recherche. On n'est pas capable de maîtriser la qualité de l'eau stockée. Donc sur les aspects sanitaires, microbiologiques, hygiéniques, on a besoin de valeurs de référence, de valeurs guides qui vont au-delà de quantification qu'on manipule aujourd'hui et qui vont permettre d'aller vers d'aller à la confiance des utilisateurs, des acteurs de la reuse, autant utilisateurs que producteurs, et une forte nécessité de développement de modèles économiques. Voilà, donc tout ça, ça devrait permettre la contribution à différents défis, donc le défi empreinte, le défi adaptabilité résilience, le défi gouvernance, en insistant sur le fait qu'on a vraiment besoin d'un traitement interdisciplinaire qui est indispensable de toutes ces questions. On ne peut pas continuer à travailler de manière silotée, mais je crois que ça, c'est admis dans le cadre de One Water. Il faut donc privilégier des observations et des analyses systémiques aux différentes échelles dont on vient de parler, parce qu'on a, pour cette réutilisation et sa maîtrise, une forte dépendance au contexte, qu'il soit territorial, politique, climatique, agricole, urbain, économique, social, et je suis sûre que vous avez d'autres termes à mettre derrière. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Du coup, j'avais l'honneur de commencer, j'ai l'honneur de terminer cette session. Et donc terminer sur un petit résumé de cet atelier sur les synergies possibles entre l'initiative One Water Vision et le PEPR One Water. Cet atelier était co-organisé par Ambre Grimaud de l'INRAE et Delphine Leroux du CNES. Donc cet atelier était, au cours de cet atelier, on a eu droit à une présentation de la part de Ambre et Delphine, donc sur de manière générale, en particulier l'initiative One Water Vision, mais de manière plus générale, les données spatiales qui existent, les données satellitaires qui existent et qui pourraient être potentiellement intéressantes dans le cadre des différents travaux du PEPR. Donc l'initiative One Water Vision, c'est une initiative portée par l'INRAE et qui a pour objectif principal d'intégrer l'observation satellitaire dans la gouvernance de l'eau, mais en complément des données in situ. Donc dans les présentations qui nous ont été faites, on a vu qu'il y a beaucoup de missions satellitaires qui existent et qui permettent d'accéder aux différents compartiments du cycle de l'eau, que ce soit les précipitations, le ruissellement, l'évapotranspiration, les variations des stocks d'eau en surface et en souterrain, et également, donc ça c'est des choses que beaucoup d'entre vous probablement n'utilisent pas, mais également en fait l'occupation des sols, l'écart d'occupation des sols, où là je pense qu'en fait on a tous ici à un moment ou à un autre ce type d'utilisation. Il y a une présentation un peu plus spécifique sur deux missions qui sont cofinancées par le CNES et qui ont un potentiel très important, notamment par leur résolution spatiale qui sont assez inédites pour l'hydrologie. Donc c'est la mission SWOT
qui va mesurer les hauteurs d'eau sur tous les cours d'eau du globe, donc en particulier sur le territoire français. Donc pour des cours d'eau de largeur supérieure à 100 mètres, mais potentiellement même en deçà. Et puis également sur toutes les lacs ou retenues de dimension de l'ordre de 250 mètres par 250 mètres. Donc ça c'est la mission SWOT, et la mission SWOT qui a été lancée il y a un peu plus de 2 ans, et puis la mission Trishna qui devrait être lancée dans les 2 prochaines années, qui elle va s'intéresser beaucoup plus aux températures de surface, en particulier les températures dans les plans d'eau et éventuellement les rivières, et qui devrait nous permettre d'avoir un accès indirect en fait à l'évapotranspiration. Alors, ce qui a été souligné dans cet atelier, c'est donc il y a plusieurs points, en particulier l'intérêt potentiel à creuser de croiser les données satellitaires avec d'autres types de données, in situ ou autres. Donc il y a déjà beaucoup de travaux qui ont été faits à l'international, pas forcément que sur le territoire français, sur l'utilisation des données satellitaires pour l'hydrologie. Avec des résultats vraiment intéressants, et en particulier quand on les croise avec des données in situ. Voilà, les deux sont très complémentaires. La donnée in situ est très locale, avec généralement peu d'incertitudes. La donnée satellitaire a cet avantage d'avoir une couverture donc beaucoup plus large, et avec une grande homogénéité, contrairement aux capteurs in situ qu'il faut calibrer. Enfin voilà. La plupart de ces données satellitaires, il faut savoir qu'elles sont disponibles en accès libre et gratuit. Donc la plupart, en particulier sur les portails Dataterra et Theia, également sur le portail Copernicus géré par l'ESA. Et puis également HydroWeb Next, qui a été évoqué tout à l'heure, qui est un outil développé par le CNES et qui permet l'extraction un grand nombre d'observations satellitaires, et également qui propose des outils de visualisation, parce que ces volumes, les données satellitaires concernent des volumes très importants. Donc voilà, cet outil est en cours de développement, et le CNES fait beaucoup d'efforts pour discuter avec la communauté pour savoir quels sont les développements à faire de manière à proposer quelque chose d'intéressant et d'utile pour la communauté, en particulier des chercheurs. Il a été soulevé l'importance de mettre en place des standards, et donc là avec l'implication de Dataterra dans le PC8, comme ça a été aussi évoqué. On a également parlé du projet France 2030 hydrologie spatiale, porté par le ministère de la Transition écologique, qui a pour objectif de développer des démonstrateurs, donc sous forme d'outils d'aide à la décision et de services, et qui implique des partenariats publics-privés. Voilà, autour de 3 volets, donc qualité de l'eau, la quantité, et puis également sur la partie agricole, notamment sur la végétation et l'irrigation. Donc pour la suite, donc là l'implication de la communauté spatiale dans le PEPR One Water est assez récente. Donc on est évidemment convenu de poursuivre les réflexions de manière collective sur la place que peut occuper l'observation satellitaire dans nos projets, mais plus largement dans la recherche autour de l'hydrologie, de la gestion de l'eau, de la gouvernance de l'eau, etc. Avec l'idée d'identifier des thématiques et des terrains d'études, des cas d'usage, où ces données satellitaires peuvent enrichir les approches existantes. Et puis, au-delà, de réfléchir ensemble également à co-construire des outils, des méthodes ou des protocoles qui pourraient être mis en place sur différents types de bassins, donc en particulier sur le territoire français. Voilà, même s'il y a beaucoup d'initiatives qui ont déjà été lancées à l'international, là où les données in situ sont généralement plus éparses et où le satellite prend une importance plus particulière. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup.